L'école, pour moi, ça a été beaucoup de choses. D'abord, ça a été l'école en elle-même, dans laquelle je suis entré en 5,5, à un rang que je trouve honorable, 60e, enfin, qui par rapport à ceux que je connais, les majors, c'est tout à fait. Et une fois à l'école, j'ai été élu grosse caisse. Ah oui, Grosse ah oui, caisse, caissier, et oui. par un vote qui était Démocratique. démocratique, et j'ai vraiment eu un excellent suffrage. Alors, en tant que caissier, j'ai donc eu le métier de caissier à l'école qui m'a beaucoup appris, parce que surtout qu'à ce moment-là, il n'y avait que 2 caissiers par Ouais. promotion, et ils ont eu pas mal de soucis, dont un dont je me souviens qui était triste à dire, c'est que la nuit, beaucoup de choses disparaissaient. Alors, on avait du mal à trouver qui était. Nous avons organisé, moi comme grosse caisse, j'étais ceux qui ont organisé, un ensemble de surveillance. Et catastrophe, on a découvert que c'était un de nos camarades qui volait, Ah oui. qui a été mis à la porte. Ça, c'était la première chose importante dont je me suis occupé à l'école. Alors, en sortant de l'école, à ce moment-là, il y avait une association, je ne sais plus trop laquelle, dans laquelle je suis entré, ce qui fait que j'ai été choisi après pour entrer au conseil de perfectionnement de Polytechnique, où je suis resté très très longtemps avec des gens d'une qualité extraordinaire. Louis Armand, Ah ouais, bien sûr, qui hein. était vraiment... Grégory, un des garçons que je connais, qui était Mathématicien. Caco, enfin vraiment, j'ai eu l'occasion de connaître des gens de très très grande qualité à l'époque. Et ce qui fait que je me suis occupé pendant très longtemps de Polytechnique et que je connais admirablement le fonctionnement de l'école. Dans ce conseil de perfectionnement, c'est nous qui signions les entrées, le passage et les sorties des élèves. Et on pouvait donner des sanctions, et on en a donné quelquefois. Si bien que quand j'ai été nommé à la suite de ça président de l'HEC, je suis allé au comité qui faisait passer les élèves. Et contre l'avis général, j'ai fait redoubler 20 HEC, ce qui ne s'était jamais fait. Et je garantis que l'année d'après, les élèves travaillaient, parce que tout le monde sait qu'il n'y a pas de morale sans obligation des sanctions, contrairement à ce que nous connaissons aujourd'hui. Ah, alors les C'est filles, passionnant, ça. un beau jour, on s'est demandé si on ferait entrer des filles à Polytechnique. Il y en a qui Ça a étaient duré vraiment... 3 ans, ce débat, non? Il y en a qui étaient très opposés. Moi, j'étais partisan, et si bien que les filles sont entrées à Polytechnique. Et vous savez que pour notre malheur, nous hommes, la première fille qui est entrée, c'est Mlle Chopinet, Anne Chopinet, qui a été absolument. major. Qui a été majeur, Oui, oui, absolument. oui. Bon, l'ego masculin, c'était Notre dur. orgueil a souffert à ce moment-là. Ouais. Et alors, j'ai eu la chance, comme président d'HEC, d'introduire c'est moi qui ai décidé d'entrer les femmes à HEC. Et qui a été un débat houleux, parce que moi, je connais Didier Pinot-Valenciennes, il me semble qu'il était très introduit à HEC à l'époque, il était vachement contre. Oui, oui, Ah il y ouais, avait. ouais, ouais, ouais. C'était pas une unanimité. Oui, parce qu'on dit, oui, parce que si on fait la place pour les filles, il y a moins de place pour les garçons. Enfin, c'est le grand débat. Et donc il faut augmenter la taille des promotions pour laisser les filles rentrer. Enfin, ah oui, c'est très courageux. Vous étiez un homme, Bah oui, un précurseur là. ah oui, ça, j'ai été vraiment un précurseur dans ce domaine. Je suis devenu depuis président de l'Automobile de France, et à l'Automobile de France. Ah oui, les femmes aussi. Oui. Alors à l'Automobile de Ah, France, c'est un jour, féministe, votre époux. un jour, certaines femmes sont venues femmes de membres, sont venues me demander s'ils pouvaient venir le mercredi, je me souviens très bien, le mercredi après-midi de 2h à 4h pour prendre des livres à la bibliothèque.
Alors, je leur dis, bon, écoutez, comme le comité est souverain à Atomic Club, je ne peux pas en décider sur le champ. Alors, j'ai fait donc ma proposition au comité. Et au comité, comment faire entrer les femmes dans l'OTAN? Mais c'est pas pensable. Et ça a été retoqué à la quasi-unanimité. Depuis, ils ont fait des petits programmes, enfin, pas encore tellement. Panhard est le plus ancien constructeur automobile du monde, et les historiens le reconnaissent. Mais j'ai eu beaucoup de mal à... Je me suis battu avec Daimler en particulier, qui prétendait être le plus ancien. Vous aviez des moteurs Daimler? Non, je vais vous dire une chose. Daimler et Benz ont fait des moteurs avant Panhard, et ils ont même fait quelques véhicules avant Panhard en ait fait. Mais supposez que donc la première série de voitures Panhard est sortie donc en 1891. Et mettez-vous en 93, nous sommes en 93 en ce moment. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous dirons, il y a eu, oui, effectivement, un certain nombre de constructeurs qui ont fait des prototypes. Il y a eu Daimler, il y a eu Peugeot, il y a eu Benz, et ils sont tous restés là. Et en 91, il y a un constructeur qui a lancé une série de voitures. Tandis que Daimler et Benz, qui prétendaient être plus anciens que Panhard, n'avaient pas lancé de constructeur. Ils l'ont lancé après. Donc, alors j'ai été me battre vous savez, à Stuttgart. Je suis monté au 7e étage, là où il y avait les grands pontes, et qui prétendaient être les plus anciens. Et le petit raisonnement que je viens de vous faire les a convaincus. Et ils nous ont invité, mon épouse et moi, au moment où ils ont célébré les 100 ans d'automobile de Mercedes, et ils ont effectivement bien dit que Panhard était le plus ancien constructeur automobile du monde. Ah ouais, ils l'ont reconnu. Une belle fierté. Mais de temps en temps, ils reviennent en arrière, ils essayent de... Mais Panhard n'a pas beaucoup de moyens par rapport à ceux de Mercedes actuels, c'est évident. René Panhard, qui était mon grand-oncle, et Émile Levasseur, qui était un de ses camarades de promotion, qui ont repris une usine qui faisait des machines à bois et qui se sont lancés dans la construction automobile, ce qui était vraiment courageux de leur part. Alors, ils étaient polytechniciens aussi? Non, central. Central, ah oui, c'est pas pareil. Oui, c'était central, non. Remarquez, pour ce qu'il faisait, je crois que Centrale était peut-être une meilleure école que Polytechnique. Oui, une école d'ingénieur de la matière. Une très belle école. Alors, le Panhard s'est développé de façon remarquable. C'était vraiment, on peut dire qu'avant la guerre, Panhard était au top de l'automobile française. Malheureusement, il y a eu deux écueils très importants. Pour Panhard. La première, c'est que le conseil d'administration de Panhard dirigeait l'affaire parce que mon oncle René Panhard avait vendu l'affaire au bout de quelques années. Et ce conseil pensait surtout gagner, développer, distribuer beaucoup d'argent. C'était des financiers C'était plutôt des financiers. Et la seconde, c'est que le commandant Krebs, qui était l'ingénieur qui a suivi Levasseur et qui était quelqu'un de remarquable, s'est lancé dans le moteur sans soupape. Oui. Or, le moteur sans soupape était un moteur tout à fait remarquable. Il avait un rendement excellent, il était silencieux, mais il était extrêmement cher à fabriquer. Oui. Et le principe était que 2 cylindres de chemise qui coulissaient l'une sur l'autre et qui faisait en sorte que des lumières permettaient l'admission ou l'échappement des gaz, mais il fallait que ou bien elles étaient trop graissées et la voiture fumait, les Panhard de l'époque fumaient énormément, ou bien les chemises étaient trop ajustées et elles grippaient. Oui, c'est ça. Et elles étaient d'un prix de revient épouvantable, et les gens avaient un peu peur du moteur sans soupape. Ce sont 2 raisons qui font que en 1940, Panhard avait beaucoup perdu. Et à ce moment-là, il y avait Renault qui fabriquait les voitures en grande série.
Et ce grand génie de Citroën, qui avait commencé en 1920, qui a fait faillite en 1933, si je ne me trompe pas, au bout de 13 ans, années 30, en tout cas, mais qui avait dépassé Renault. Ouais. C'est vraiment... Citroën a une histoire que j'ai bien connue d'ailleurs. J'ai très bien connu André Citroën et surtout j'ai très bien connu Louis Renault. Je crois que nous ne sommes pas très nombreux maintenant à pouvoir le dire. Et ce qui est absolument certain, c'est que pour Louis Renault, ses usines, c'était sa vie. Oui, oui, tout à Alors, fait. évidemment, il fallait, quand les Allemands étaient là, il fallait bien produire. Et il a Oui. produit pour les Allemands. Dire qu'il était particulièrement... Ah oui, ce qui est assez amusant, c'est que quand... et ça, on ne le sait pas en général. Quand le maréchal Pétain est arrivé au pouvoir, quand Vichy a commencé, le I2, le gendre de Louis Renault, a essayé de prendre sa place, ce qui n'est pas bien du tout. Alors Louis Renault est allé voir le maréchal Pétain, qui avait à ce moment-là, dans les 80 et quelques années, Louis Renault ayant même pas 70 ans, et Louis Renault dit au maréchal Pétain, Monsieur le maréchal, on dit que je suis trop vieux pour diriger mon affaire et j'ai 65 ans, 66 ans. Et qu'en pensez-vous? Le maréchal Pétain dit, mon ami, vous êtes un jeune homme. Et on a chassé Louis II et remis Louis Renault qui a dirigé aux commandes. Et donc il a commandé pendant toute l'occupation. Évidemment, je ne connais pas les sentiments profonds de Louis Renault. Certainement, non, il fallait bien qu'il fasse tourner ses usines. Moi, je trouve qu'il a été traité de façon extrêmement désagréable et inadmissible. Mais vous aussi, vous avez fait votre métier. Mais oui, mais nous... Et vous faisiez de l'armement en plus. Donc, mais nous avons une commande de 1000 engins Borgward. L'engin Borgward, ceux qui étaient là... C'est ça. C'était un semi-chenillé. Il avait une chenille à l'arrière, 2 roues à l'avant, et il transportait 12 hommes. Et nous avons une commande de 1000 engins. Et vous savez combien on a sorti en 4 ans? 0. On était entouré de pièces de Borgward dans tous les sens, mais il manquait toujours une pièce pour construire. Ça commençait à ne pas aller très bien à la fin. C'était une... Et puis nous avons eu la chance, ou le mérite, de cacher, le sachant, quelques délégués communistes d'autres entreprises qui s'étaient réfugiés chez nous. Nous le savions très bien et qui ont été... et qui ont pu témoigner en notre... Non, n'ont eu aucune espèce d'ennui. Par contre, au lendemain de la guerre 40, il y a eu ce qu'on appelle le plan Ponce. Oui, tout à fait, je vois qu'il était... Alors Ponce avait fait un plan dans lequel il y avait Renault, Citroën, Peugeot et Simca qui avaient le droit de faire des voitures pour avoir été écartés. Ah oui. Ah oui. Pour avoir été écartés. C'était vraiment une catastrophe pour nous. Nous pouvions faire des camions, parce que pour faisait des camions aussi, mais plus de voitures. Et l'Aluminium français est venu nous trouver en nous disant qu'elle avait un prototype de voiture qui utilisait l'aluminium et que si on... Il en manquait oui. C'est ça. Et que si on pouvait faire un véhicule aluminium, on pourrait peut-être... et grâce à grâce à l'aluminium français, nous avons pu rentrer dans la... Et c'est personnellement, j'ai décidé que pour avoir l'essentiel dans la petite voiture. Vous savez, il faut vraiment avoir 30 ans pour avoir des idées pareilles. Dans une usine qui ne fabriquait que des poids lourds ou des voitures de... Passer d'un seul coup à la grande série, il fallait être un peu fou. Enfin, en tout cas, ça a assez bien marché, parce que la Dina que nous avons produite a été une très très bonne voiture et qui a eu une très bonne vie.
Et cette vie s'est arrêtée en 1955. J'ai réussi, et j'en étais très heureux, à faire des accords avec Citroën qui pratiquement dirigeait, enfin c'est lui qui avait la responsabilité de Pont Art. Et Citroën n'a pas compris que tout ce que Pont Art pouvait faire. Et malheureusement, Berco, c'est bien que Pont Art, Citroën faisait des véhicules qui concurrençaient les véhicules Pont Art. Avec le même, ça ne pouvait pas marcher. Et heureusement, enfin, il y a eu une fusion qui fait que Pont Art a fini de façon assez remarquable, en ce sens qu'aucun de ses ouvriers, aucun de son personnel n'a été licencié. Tous ont été repris par Citroën. J'ai vécu dans l'automobile et j'essaie de continuer de suivre cette automobile. Ça a complètement changé. C'est plus du tout la même chose. Vous avez des bureaux d'études qui sont équipés avec des ordinateurs, on fait des maquettes de notre temps. On faisait des maquettes en creusant dans du bois des petites voitures. Maintenant, les ordinateurs vous font tout et regardent quelle est la soufflerie. Enfin, la conception des voitures a entièrement changé et on arrive à faire des choses en très peu de temps, alors qu'autrefois on le faisait. Du côté conception, c'est un bouleversement total. Au point de vue fabrication, c'est évident, les chaînes de fabrication sont des chaînes totalement automatisées et qui n'ont plus rien à voir avec celles que nous connaissons. Mais tout cela suppose des investissements considérables et qui doivent être placés au bon endroit. Parce que ce qui est tout de même curieux, c'est qu'on parle d'un modèle dans l'automobile. Telle voiture est un modèle. Modèle veut dire mode. Et ce qui est certain, c'est que même encore aujourd'hui, certains véhicules plaisent, ce sont des modèles qui plaisent, et d'autres ne plaisent pas. L'exemple qui était frappant à un moment donné, c'était la Royale. Ou plutôt la petite Renault et la Peugeot correspondant 200, je ne sais pas, et c'est la Renault plaisait et l'autre ne plaisait pas. La Clio et la 200. C'est ça, voilà. Et ça reste encore. Actuellement, vous choisissez votre voiture, enfin beaucoup moins qu'autrefois. Tel type de voiture vous plaît et l'autre ne plaît pas. Mais ce qui est certain, c'est que maintenant réussissent ceux qui ont les plus grands moyens. Et Toyota, par exemple, vraiment montre la voie. Et ce qui m'a le plus étonné, à un moment donné, ce sont les problèmes qu'a eu le General Motors. Pour moi, la General Motors, c'était vraiment l'industrie automobile leader mondiale, et on ne voyait pas la possibilité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah oui, alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est très clair. On ne peut pas, dans une course de chevaux, aller aussi vite avec un cheval qui est léger, qui a un tout petit léger, un jockey léger, et un cheval qui est alourdi avec 100 kg de bagages, et c'est évidemment le premier qui va gagner. Et bien actuellement, les malheureux Français sont dans une situation. L'industrie automobile, l'industrie française est surchargée de poids qui font qu'elle ne peut pas tenir vis-à-vis de la concurrence. Malheureusement, ça a commencé avec Giscard. Je ne devrais peut-être pas dire ça. Mais à ce moment-là, j'étais président des chambres du commerce et j'ai fait un discours contre Giscard qui avait embauché 180 000 fonctionnaires supplémentaires et qui a commencé à charger l'industrie. C'est là où ça a commencé. Avec la complicité de François Sérac, qui était le président du CNPF. Excusez-moi. Hein, c'est peut-être pas impossible. J'ai été aussi au Conseil du patronat français. J'imagine, forcément. Là. je connais bien. Non, mais c'est assez vrai. Alors, il est évident que Mitterrand n'a pas arrangé les choses. Et malheureusement, j'ai un neveu dont vous avez peut-être entendu parler. Il s'appelle Chirac. Mon propre neveu. Je pense que c'est un neveu. Il n'a pas été très bon non plus. Il n'a pas arrangé les choses non plus entre nous, tout à fait entre nous. Et Sarkozy? Comment? Et Sarkozy? Oh, il aurait pu faire mieux en tout cas. Ah non,
c'est triste de penser que la France, qui a vraiment toutes les possibilités au point de vue naturel, à tout point de vue, qui a des ingénieurs de qualité, dont certains polytechniciens, pas tous, hein. Oui, soit arrivée où elle en est actuellement par la faute de ces politiques. Donc par notre faute à nous, puisque c'est nous qui les élisons. Ouais. Et moi, j'ai voté, je reconnais que j'ai voté Giscard et même Chirac. Je suis de ceux qui aiment assez Mitterrand. Oui. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas interdit. Non. Il se trouve que pendant 14 ans, j'ai conduit Mitterrand à l'inauguration du salon de l'automobile. Et quand on mène le président la France, dans le salon, on a beaucoup de temps pour lui parler, parce qu'entre chacun les stands. Oui, bien sûr. Et j'ai beaucoup parlé à Mitterrand, dont je connaissais assez bien l'un des frères qui était polytechnicien. Ah oui, Robert. Et à la fin, de mes dernières conduites, Mitterrand a fait un petit discours. Il a dit « Je suis très très content de ma journée, j'ai vu de très belles choses dans l'automobile et je dois dire que cette visite m'a été d'autant plus agréable que votre président, maintenant nous nous connaissons assez bien, je crois qu'entre nous est née une certaine amitié. » Je suis très content. Mais j'ai fait une bêtise. J'en ai parlé à mon épouse. Alors mon épouse qui avait une estime pour moi, peut-être un petit peu. D'ailleurs, c'est le coup, elle est passée. Vous êtes un ami Mitterrand. Pactisé avec le diable, voilà. Voilà, mon petite histoire. Ça fait quoi comme effet de se dire centenaire? Ça fait quelque chose, on est super excité, on est content. Super excité, on ne peut pas être totalement... On est surtout super fatigué. Tu n'en as pas l'air. Comment? Tu n'en as pas l'air. Ben oui, mais non, mais ça c'est dans le... parce que vous me stimulez. Mais quand vous ne serez plus là... Est-ce que tu trouves le temps long? Non, parce que je dors beaucoup. Je dors beaucoup. Dans la journée, mais pas la nuit. Mais pas la nuit, c'est ça qui est ennuyeux. C'est très curieux. Je lis les journaux et je m'intéresse beaucoup à l'avenir, alors que je sais très bien que je ne serai plus, ça y est évident. Il y a une chose, par exemple, qui me passionne, c'est la fission. Vous savez que, je pense, je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'énergie atomique actuelle, c'est la fusion. Et que la fission, c'est à base du tritium, dont on a des 1000 ou 2000 années de réserve. Donc si on arrive à maîtriser la fission, on est tranquille. On est tranquille. Y compris la France, à moins que des imbéciles du genre Hollande disent que, ou les écologistes disent que la fusion, c'est idiot. Et ils nous empêchent de le faire. Alors la fission, c'est comment ça s'appelle, Cadarache. Oui. S'ils réussissent à Cadarache à faire marcher la fission, l'humanité est sauvée au point de vue énergie. Oui, mais vous remarquerez que Cadarache, ça doit faire 10 ans qu'on a commencé à investir. C'est un budget de 20 milliards d'euros, je ne sais pas quoi. On sait que ça coûtera très cher, mais on n'est pas sûr que ça aboutira. ITER, oui, c'est ITER. On n'est pas sûr que ça aboutira.